Peu de temps avant les fouilles qui annonceront la découverte du mythique tombeau du pharaon Toutankhamon, Howard Carter achète un canari. Cet oiseau, qui est symbole de chance et de bonne fortune, devient la mascotte de l'équipe d'expédition. Avant même l'ouverture du tombeau de la momie, un cobra s'infiltre dans le campement et mange directement le canari. Les Égyptiens du coin y voient un mauvais présage, comme le cobra est un symbole protecteur des pharaons. Howard Carter ne prend pas cela en compte et entre dans le tombeau du roi le 26 novembre 1922. Il peut lire à l'entrée du tombeau l'inscription gravée dans la pierre « La mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu ». Lord Carnarvon, qui finançait les recherches, ainsi qu'une dizaine de membres de l'expédition, perdront la vie peu de temps après, dans des circonstances mystérieuses. Les journalistes s'empareront de l'affaire pour faire couler de l'encre sur le thème de la malédiction de la momie. Bonjour et bienvenue à cet épisode des monstres dans le placard. Simon, comment ça va? Ah, je suis un peu Ah! paniqué. Je Ben suis un non, peu faut... paniqué. Encore une fois, on a pris une très, très grande bouchée de quelque chose qu'on pensait qu'elle allait être plus simple. Et moi, j'ai découvert l'univers des momies. Toi, tu étais déjà assez féru de l'univers des momies. Ben ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, j'aime beaucoup l'Égypte en général, l'histoire et tout ce qui est archéologie. Archéologe. J'ai voulu dire archéologue et archéologie en même temps. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. En fait, c'est la première job que je voulais faire quand j'étais jeune. C'était paléontologue et bon, l'Égypte et tout le reste a embarqué aussi. Puis je tripe sur l'archéologie en général. Ben, continue donc, parle-nous donc de ce que ça représente pour toi, la momie. Pour moi, j'ai adoré l'univers des momies aussitôt que j'ai su que ça existait, l'univers de l'Égypte, en fait, parce que ça a été un peu le premier contact que j'ai eu avec quelque chose qui était très différent de ce que je connaissais déjà en termes d'histoire. Quand j'ai découvert, bon, tu sais, les pyramides et tout ça, j'ai fait, hey, OK, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Et je me suis mis à lire beaucoup de livres sur le sujet, à m'informer. Moi, je suis une grande friande de tous les lieux mystérieux, enterrés, tous les lieux mythiques, là, tu sais, comme qu'on parle des tombeaux de Pharaon, de l'île de Pâques, de Stonehenge. Donc, j'ai toujours été à triper là-dessus. Puis, ben, c'est ça. Je me suis mis à me promener dans les bibliothèques de mon école quand j'étais plus jeune pour regarder les livres sur le sujet. Et ça a juste jamais arrêté depuis. Puis j'ai des amis qui ont étudié dans le domaine de l'archéologie et de l'égyptologie. Alors, en plus, je suis une friande amatrice qui aime avoir des discussions et apprendre des choses. Fait que je suis quand même pas pire, quand même ferrée dans cet univers-là. Hmm. Mhm. Et toi, Simon? Ben, de mon côté, moi, je pense que j'étais plus fasciné par le monde qui entourait la momie que par la momie elle-même. Moi, comme tu as dit, moi, l'aspect histoire antique, moi, ça a toujours exercé une fascination chez moi. La momie en faisait partie. En fait, dans ma tête, moi, la momie, c'était comme l'équivalent d'un zombie, mais pour les gens qui habitaient avant. Genre, c'est l'équivalent de ça. Mais L'ancêtre du zombie. genre, moi, dans ma tête, c'était ça. Avant de commencer l'émission, je pensais que les zombies tels qu'on les comprenait aujourd'hui, ça provenait des momies. Tu sais. Puis les momies étaient devenues graduellement des zombies parce qu'on avait OK? enlevé on avait enlevé les Les banderoles. bandelettes. Ah, OK. J'ai compris depuis que, mon Dieu, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste et probablement même beaucoup, beaucoup plus ancien que je ne le croyais. Il y a beaucoup de choses entourant l'univers de la momie. Non seulement de la momie elle-même, mais de tout le domaine de l'égyptologie. Et là, ça y est, je suis aujourd'hui submergé. Alors, aussi bien y aller d'un seul coup, d'un seul pas. Excellent. Excellent. En passant, je tiens à dire que j'adore l'univers. Je connais des choses, mais je suis pas archéologue, je suis pas égyptologue. Fait que c'est possible qu'il y ait des petites coquilles. On verra. Il va en avoir, parce que Il va en c'est avoir. quand même des milliers d'années d'histoire qu'on doit résumer aujourd'hui en moins d'une heure. Et beaucoup de théories farfelues et de légendes urbaines et légendes qui entourent ce mystérieux
concept de la momie et du pharaon et des tombes. Alors, on peut y aller tout de suite avec l'origine. Alors, la définition de momie qu'on utilise actuellement, c'est tout cadavre préservé au-delà d'un état de décomposition normal. Ça veut dire que les momies, quand on fait référence à une momie, normalement, on pense à l'Égypte, mais de façon générale, il en existe partout. Il en existe partout dans le monde. Il y en a, premièrement, ce qu'on appelle des momies androphales, pas androphales, pardon, androgènes, c'est-à-dire qui ont été créés par l'homme, créés par l'humain, et des momies qui arrivent naturellement parce que la personne est décédée, on en a parlé un peu dans l'épisode du Bigfoot, la personne est décédée dans un endroit qui est très froid, très sombre, très sec, où les micro-organismes qui sont normalement responsables de la putréfaction n'opèrent pas ou opèrent lentement, et ça fait en sorte que la personne ne se décompose pas à un rythme normal et devient une momie. Donc, tout ça inclut les momies. Mais quand on parle du monstre, la bébite qu'on appelle la momie, on fait très spécifiquement référence aux momies égyptiennes. Oui, absolument. Et ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que les momies égyptiennes, ça date pas d'hier, mais en fait, même avant ça fait des milliers d'années que les Égyptiens faisaient des momies, mais même depuis l'Égypte ptolémaïque, donc la génération de la famille de Cléopâtre, on s'intéressait déjà aux anciennes momies. Ça fait pas depuis hier qu'il y a une fascination pour ça. Alors, premièrement, le mot momie viendrait de mumia, qui est un Mhm. mot qui est devenu, en fait, qui représentait, si on veut, la substance noire qui contient du bitume, si je puis dire. Donc, J'ai des informations sur ce mot-là. Parce que bitume et mumia, ce serait la même racine, une racine perse. Et le mot juste mum, en perse à l'époque, ça voulait dire argile. Donc, l'argile, c'était la substance qu'on utilisait pour faire les pots, bien sûr, mais qu'on étendait sur la route. Et donc, c'était à mi-chemin avec le bitume, comme tu as dit. Et le bitume, dans l'Antiquité, là, aujourd'hui, on s'en sert pour faire de l'asphalte, mais le bitume dans l'Antiquité, c'était un élément médicinal. C'était considéré, ce que tu appelles la petite substance noire, c'était considéré comme un traitement pour guérir les infections, les maladies. ah oui, absolument. Puis c'est devenu ça, en fait, le terme mumia. Oui. C'est devenu un médicament vraiment qui servait à tout guérir, les problèmes de santé, des trucs. C'était jusqu'à. C'est ça qui est drôle, c'est que ça réglait 2 millions de problèmes de santé. Et là, on parle vraiment de consommer la momie. Alors, la momie. Attends. Oui, Là, on attends. parlait de bitume et là, maintenant, on est rendu qu'on parle de momie. Je te parle de la mumia. Donc, la OK. mumia, le terme est resté pour définir un médicament à base de momie. Donc, on parle de momie broyée. Et on utilisait la poudre. Parfois, on faisait des huiles, des trucs vraiment qu'on pouvait soit boire, soit manger, qui réglaient tout plein de problèmes de santé et qui était aussi un excellent engrais pour les plantes. Ça me fait rire que ce soit les deux. Et là, le commerce des produits à base de momies, là, les liqueurs, les baumes, les poudres, je tiens Oui, à dire que ça remonte au 15e siècle. Donc, c'est c'est ça. là que les cabinets de curiosité ont commencé à exister, à être popularisés et que la momie a pris beaucoup de popularité, je dirais. Puis, Il y a des livres qui ont été écrits dans ces eaux-là. J'ai ici The Travels of John Sanderson in the Levant, écrit par Sir William Foster. On dit que c'est un voyage qui aurait eu lieu entre 1584 et 1602. Si vous connaissez votre histoire, vous savez que ça, c'est grosso modo entre la découverte du Canada et la fondation de Québec, et qui décrit dans son livre à quel point on prend il a découpé des morceaux de momies pour les voir devenir de la drogue. Genre, parce qu'on assumait que le corps préservé, à cause du mot bitume, on assumait qu'il avait les vertus médicinales à même le corps. Il y était plein de médicaments. oui, par ailleurs, le roi Charles II s'enduisait de poudre de momie avant de sortir de chez lui à tous les matins parce qu'il considérait que ça avait un peu un gage de protection puis que c'était bon pour sa santé. C'est un peu dégueu, je trouve quand même. C'est de la poudre de cadavre, là. Tu sais, je comprends que c'est
Ça a quelque chose de prestigieux archéologiquement parlant, mais... Puis Ben oui, d'ailleurs, tout cet engouement pour les cabinets de curiosité-là a créé ce qu'on appelle l'égyptomanie. oh. Donc, en fait, parce que tout le monde se prenait pour un tripeux d'Égypte, là, voilà. Et Oui, fait qu'il y avait les égyptomanciens, puis les égyptologues partageaient un peu la même passion, les mêmes lieux, eh bien, mais quelquefois les mêmes pratiques parce que il y ouais, a le plus fameux de tous les égyptologues, Thomas Pettigrew, qui en 1884 a écrit History of Egyptian Mummies, qui est le tome dans lequel on recueille la majorité des informations concernant les momies à cette mhm, époque-là, a lui-même participé à un de ses freak shows où il faisait des fausses distinctions, des fausses dissections de momies ouais. devant public. Parce qu'il y avait deux raisons de d'émailloter les momies, en fait. Il y avait la raison de on veut découvrir son origine, ça vient de où elle vient, c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé, donc les égyptologues et les égyptomanes, ceux qui avaient généralement beaucoup plus d'argent, qui achetaient des momies et tout ça, faisaient des rassemblements pour démailloter les momies pour le fun de voir un corps de momie de leurs yeux vus et pour voir s'il n'y avait pas des objets précieux qui avaient été oubliés là. Et notamment, je tiens à dire, ça c'est incroyable comme scoop, j'ai parlé avec quelqu'un du Morin Center. Donc, le Morin Center, qui est une ancienne prison et une librairie anglaise dans la ville de Québec, OK? Et dans la bibliothèque anglophone, il y avait des démaillotages de momies donc, il y Non. avait j'ai oublié le nom de la personne, mais un riche collectionneur qui avait des momies et il faisait du démaillotage de momies au milieu de la bibliothèque avec des gentlemen. Je trouve ça quand même intense. J'ai appris ça, puis quand on a fait la recherche sur les momies, j'ai fait, oh, c'est l'occasion d'en parler. Alors oui, on en a eu du démaillotage de momies à Québec. Moi, j'aurais jamais cru ça, que c'était si près de nous. Ben, faut dire que c'était, et particulièrement dans la période de l'Angleterre britannique, c'était un hobby, bon, c'est un hobby de riche, comme tu as dit, Vraiment. mais c'était un hobby qui fascinait tout le monde. Parce que si vous n'étiez pas assez riche pour participer, être présent lors du démaillotage, ça s'introduisait dans la culture populaire, dans les écrits. À peu près tous les écrivains de l'Angleterre victorienne ou de cette époque-là ont une histoire de momie. Ouais. C'était une créature extrêmement populaire dans cette culture-là. Absolument, absolument. Puis voilà, puis les cabinets de curiosité, j'ai dit 15e siècle, mais c'est plus 16e, 17e siècle là, que ça a commencé à être vraiment plus en vogue. Mais tout de même. Mhm. Puis c'est un peu ce qui a amené à l'orientalisme, donc la volonté d'aller explorer, de se prendre un peu pour un archéologue, on va se le dire, là. Ah, Donc, oui, j'ai une anecdote sur l'orientalisme. ben vas-y. C'est pas vraiment une anecdote, en fait, c'est un fait historique marqué. L'égyptologie elle-même, la science, est née à un point précis dans l'histoire. Et ce point précis dans l'histoire, c'est l'invasion, appelons ça la colonisation de l'Égypte par Napoléon. C'est lui entouré qui avait amené sur son bateau, avec son armée, avait attiré un paquet d'universitaires français. Lui, son but, c'était vraiment d'aller réclamer les trésors de l'Antiquité. Puis tout le monde dans cette expédition-là, tous les savants de l'époque capotaient à l'idée de retrouver des savoirs perdus antiques. Et quand ils sont arrivés sur place, l'Égypte était dans des sales conditions. Il y avait beaucoup de violence qui sévissait dans le pays. Puis les tombes avaient déjà été pillées Les gens, amplement. les gens pillaient déjà les tombes, puis un point tel que quand la tombe de Toutankhamon a été découverte, ils Oui. étaient convaincus qu'ils trouveraient rien parce que ça avait déjà été pillé, sûrement. Et, Puis je tiens à faire un petit shout-out. Je peux-tu en parler un petit peu de ce pauvre garçon? Il y a un porteur d'eau qui s'est enfargé dans une marche d'escalier. Et cette marche d'escalier creusait dans le sable, et c'est à cause de ça qu'ils ont trouvé le tombeau de Toutankhamon. Alors, j'ai trouvé le nom du porteur d'eau. Je suis vraiment contente. Alors, on va lui faire un shout-out. Hussein Abdel Rassoul, un jeune porteur d'eau. Donc, il a découvert la première marche d'un escalier qui s'enfonçait dans le sol. Et c'est l'archéologue Howard Carter qui a fait une découverte, qui l'a fait entrer dans l'histoire parce que c'est le premier à avoir mis une chandelle dans la première entrée de la tombe et qui a découvert le tombeau de Toutankhamon.
Parce qu'il faut dire que je parlais tantôt de Napoléon, mais la vérité, c'est qu'après la défaite de Napoléon, les reliques et tout ce qui avait été ramené de l'Égypte, ça s'est disséminé à travers l'Europe et c'est tombé dans les mains de l'Angleterre victorienne. Et l'Angleterre victorienne en a fait une folie et c'est de Oui, là l'égyptomanie. absolument. Absolument, l'origine de l'égyptomanie, ça Ce vient qui, de là. et Oui. ce qui fait que la majorité des explorateurs par la suite et des égyptologues étaient britanniques. Il faut dire Mhm. l'Égypte est passée aux mains de la Grande-Bretagne par la suite. Oui. Et Et au moment où je peux-tu vas-y. faire du pouce sur ce que tu viens de dire, au moment où le tombeau de Toutankhamon a été découvert, notre chercheur a dit je vois des choses merveilleuses. Parce qu'imaginez, là, vous entrez dans un tombeau, vous êtes convaincu qu'il a déjà été pillé. Vous entrez dans le tombeau et vous apercevez au-dessus de 5400 objets. C'est vraiment ce nombre-là d'objets qui a été retrouvé. Donc, des meubles, des statues, des bijoux, des pierres précieuses, des chars, des sculptures d'animaux, un paquet de trucs en or. Et il y avait tellement de stock que ça a pris 10 ans à faire l'inventaire, là, je tiens à le dire. Puis, après, juste à ce moment-là, après avoir découvert ça, eh bien, il y a une loi qui est passée qui disait que tout trésor égyptien devait rester en Égypte. Donc, c'est un peu fait couper l'herbe sous le pied dans sa découverte. Puis, il a été après interdit, en fait, on lui a interdit l'accès au site de fouille par la suite parce qu'il n'était pas très collaboratif, là. Il agissait en conquérant, puis Ben voilà. oui, puis à cette époque-là, en plus, l'Égypte était en train de revendiquer son indépendance. Exact, oui, exactement. Après l'Angleterre victorienne, il y avait une volonté de préserver et même de rapatrier les artefacts qui avaient été disséminés à travers l'Empire britannique. Voilà. Euh, et Alors, donc, c'est Howard ça. Carter a été mis sur la liste des gens qui ne sont plus les bienvenus sur les sites de fouilles parce qu'il a Persona fait de non grata. l'attitude. Voilà. Mais c'est ça. Donc, il y a toute une histoire, il y a une histoire politique autour de ça, du fait que l'Égypte a été colonie 2 fois, mais avant ça, c'était un empire et après ça, c'était un pays indépendant. Et donc, à qui appartiennent ces reliques-là? Ça a été un sujet de débat. Mais Ça a fini par se rendre au musée du Caire, en fait. Aujourd'hui, ils sont dans le musée du Caire. et il faut dire qu'il y a quand même quelques momies qui font le tour du monde encore aujourd'hui dans diverses expositions, dans des Oui, musées autour du monde. absolument. On a eu une exposition au musée de la civilisation il n'y a pas si longtemps, mais je ne me souviens plus de quelle momie il s'agissait. Donc, je peux te dire qu'il y a 2 ans, on l'a eu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Parfait. Et donc, il y a eu quelques momies égyptiennes qui continuent, dans l'intérêt de la science, à faire le tour. Parce que oui, la momie, c'était une activité, comment t'appelais ça, le démaillotage de momies? Le démaillotage de momies, oui. C'est une activité qui était très prisée par la gentry, l'aristocratie britannique, mais c'est vraiment une vraie recherche scientifique qui fascine autant qu'elle divertit, je pourrais dire. Oui, puis ben, Et on s'entend que c'est pas la même catégorie de personnes, on tient à le dire. Par c'était ailleurs, souvent étrangement les mêmes personnes. mais peut-être qu'il y en a qui faisaient les deux, puis shame, c'est Écoute, plate. 1763, John Hadley a fait au nom du Musée national d'histoire ancienne britannique, a fait un démaillotage de momies Ah, chez ben là, eux c'était juste pour avec la rentrer dans le gentry. trend. Boo Earns. Je Ben trouve ça le écoute, fun. ça prend du monde qui finance tes expéditions. Ouais, Euh, j'imagine. Ouais, c'est vrai, dans le fond. T'as mais c'est raison. ça, mais c'est ça, c'est souvent, les deux sont de pair. C'est dommage, mais oui, c'est vrai. Et puis, sais-tu comment on démêlait les momies qui étaient pharaoniques des momies coptes? C'est quoi une momie copte? Les momies coptes puis les momies pharaoniques. Donc, celles qui avaient une religion, donc, qui étaient dans la religion égyptienne, celles qui étaient dans la religion chrétienne. Ah, OK, oui, parce qu'il y a eu plusieurs peuples, et il faut dire que la chrétienté, à ses débuts, faisait des momies. Voilà. L'affaire, c'est qu'au début, donc, en fait, on entre dans un tombeau de pharaon, exemple, là, puis là, on veut savoir si c'est une momie copte ou une momie pharaonique. Tu le sais tout de suite quand tu entres dans la chambre des sarcophages parce que on le sait à l'odeur. Parce que Hmm. les momies pharaoniques, ils prenaient le temps de les enduire d'huile, d'onguents qui sentent bon, et ils prenaient le temps aussi de les éviscérer, donc d'enlever les organes. Tandis que les momies coptes, ils ont comme arrêté cette pratique-là. Alors, ils puaient vraiment beaucoup plus parce que ben, il y avait des organes qui se putréfiaient à l'intérieur de ces momies-là.
Voilà. Alors, Alors, la malédiction, qu'est-ce que c'est ça? que c'est ça? Donc, la malédiction. En fait, la croyance en la malédiction de la momie est un peu a été réanimée parce qu'il y a eu d'autres momies dans le passé qui il y a tout le temps des gens qui mouraient, puis c'était un peu mystérieux. Mais c'était des morts, par exemple, un accident de disparition, une pneumonie. Donc, il y a tout le temps eu une espèce de malédiction qui a été vraiment ravivée quand Lord Carnarvon, qui a justement financé la recherche pour Toutankhamon, euh, est décédé 5 mois après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Il aurait été Oh! emporté par un empoisonnement du sang. Puis ça a été provoqué par une piqûre de moustique au visage qui aurait infecté après que ce soit rasé. Voilà. Et Oh! Donc, c'était pas du tout en lien avec la momie, dans le fond. pas en lien avec la momie. Par contre, j'ai Hein? fait des recherches pour savoir à quel point cette malédiction-là était viable. Parce que là, il y avait beaucoup de, tu sais, il y avait beaucoup de, ah, telle personne est disparue, telle personne est décédée d'un accident, cette personne-là, pneumonie. Puis là, je me suis dit, ah, ben, dans le fond, tout le monde mourrait, mais ça prouve pas nécessairement, à part dans les airs, spirituellement, qu'il y a une malédiction, on s'entend. Fait que je suis allée m'informer sur les autres momies, puis qu'est-ce qui s'est passé. Et on parlerait peut-être d'histoplasmose, donc une maladie que certains archéologues ont attrapée, qui était une genre de pneumonie due à l'inhalation de particules d'origine animale et végétale. OK, là, je suis vraiment pas une scientifique, mais en gros, deux choses qui pourraient être à l'origine de ça, soit les fruits et plats qui auraient été déposés dans la tombe pour que le pharaon puisse festoyer après sa mort, en pourrissant, aurait libéré des particules qui auraient créé des réactions allergiques, littéralement. Et dans certaines tombes de pharaons, exemple Ramsès II, il y a eu énormément de champignons parce que le contenu de cette tombe-là en particulier était particulièrement humide. Ce qui fait que ben, l'analyse fongique de la momie de Ramsès II, là, on révèle là, la présence de champignons avec bactéries dangereuses pour la santé de l'humain, donc des spores allergiques dus à la moisissure. Donc, c'est possible, qui est en fait fortement probable, que ceux qui sont morts de pneumonie, c'est des archéologues qui se sont exposés longuement à des spores qui sont mauvais pour la santé. Ah, ah. Donc, Ouais. mais il y a un palmarès de circonstances qui font que le monde disparaisse lorsqu'il pille des tombes des rois, quand même. Oui, c'est vrai. Ici, j'ai 12 morts associés à la tombe de King Tut, incluant un Oh! chien. Ah. Alors, c'est comme, il y a quelque chose, là, il y a une statistique. Faut dire que fouiller la tombe d'un roi égyptien, à la base, c'est dangereux. Je veux dire, toutes les recherches archéologiques de cette époque-là étaient particulièrement dangereuses, Ah, puis je te confirme malédiction ou que non. la tombe de Toutankhamon, je viens d'avoir les informations sous les yeux, était tellement humide qu'elle abritait vraiment des cultures de champignons sur les murs de la chambre funéraire. Alors, Oh, il doit pas être bien bon d'aller là, pas de masque, on s'entend-tu? ben, maintenant on le sait, maintenant qu'on est Mhm. des férus du masque. Ouais, ouais, Euh, ouais. Écoute, Sabrina, j'ai beaucoup d'autres informations, mais ça tombe soit sous l'égide de la culture ou de la Ben, allons-y, vas-y. science. Oui, Parce OK. qu'on enchaîne bien avec la science, comme je parlais un peu Ben, Mais oui. avant d'enchaîner avec la science, je peux-tu juste faire un mini palmarès des raisons les plus weird que les gens ont inventées par rapport à la malédiction de... Alors, des gaz mortels qui seraient dégagés par les bandelettes de la momie imprégnées par les embaumeurs d'huile d'amande douce qui se seraient transformés en acide cyanhydrique, des bougies de cire enduites d'arsenic, donc quand même assez creepy, des capsules à base de blé parasitées par le champignon, donc responsable de la maladie de l'ergot de seigle. Vous écouterez notre épisode sur les loups-garous et les sorcières. Puis Déjà bien. on parlait même de concentration de radioactivité. Ça me fait quand même rire. Mais non, c'est très possible. C'est absolument possible qu'il y ait des minéraux d'origine radioactive dans cette Oui, région. oui, mais quand même drôle dans les théories qui sont sorties. Donc, on peut aller dans la vraie science maintenant. Mais t'es déjà un Un peu pied dedans? dedans. Ah ouais? Ben oui, parce que, ben, premièrement,
Qui parle d'histoire ancienne parle de pratiques culturelles anciennes et la momification, eh bien, ça ne date pas d'hier. Mhm. Euh, à l'époque où Hérodote, le philosophe grec Hérodote, avait déjà noté le processus de momification, l'Égypte, on pensait à l'époque, le pratiquait depuis déjà 1500 ans. On s'est rendu compte aujourd'hui que c'était 1500 ans avant ça, donc ça fait plus de 5000 ans que les Égyptiens ont pratiqué les premières momies. Et ça veut dire que même à l'époque de Cléopâtre, même à l'époque de l'Égypte ptolémaïque, c'était déjà de l'Antiquité, c'était déjà ancien. Et ça fait que les pratiques que Hérodote a observées n'étaient peut-être pas totalement les plus, je dirais, souvent pratiquées. Entre autres, l'idée que c'est un crochet qu'on rentre dans le nez pour en extraire le cerveau par morceaux, il Ah semblerait ouais? que ce ne soit pas vrai. La OK. vérité, c'est que c'est une tige de métal brûlant qui Ouh. liquéfie le cerveau et Oh my qu'on God. extrait ensuite en forme liquide, qu'on met dans des petits vases disposés. Les organes les organes internes qui ont été jugés importants étaient placés dans des petits vases scellés autour de la momie principale avec Wow. ses avoirs et avec ses animaux domestiques. Oui. Ben oui, d'ailleurs, les chats étaient momifiés souvent avec leur maître parce qu'un chat était considéré comme une créature douce et utile, comme elle chassait les rats. Et c'était un crime passible de mort de tuer un chat ou de faire du mal à un chat. Et il y a eu tellement de momies de chats, pour de vrai, c'est creepy, là, c'est des momies, mais c'est des petites momies toutes cute, puis ils mettent vraiment toutes décorées. J'en ai vu une au Musée de la Civilisation, puis j'ai tellement trouvé ce chou, malgré le fait que c'est creepy. Et il y en a tellement eu qu'à certains moments, quand ils faisaient du pillage de tombes et tout, les gens les brûlaient par centaines. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est un Mais, méga offense. mais le chat avait, ouais, clairement, les Osiris, et Isis, j'allais dire Hadès, je suis vraiment dans le champ. Euh, Mon Dieu, je suis désolée. Mais ouais, tout les Anubis se serait reviré dans sa tombe puis il aurait pesé leur cœur de la mauvaise façon. En tout cas, c'est Anubis, je pense, qui pèse le cœur. Oui, mais la Je me souviens momification, plus. c'est au nom de Isis et Osiris, deux du Ah, bon, Panthéon. j'étais pas Euh, trop loin, heureusement. Ouais, il fait y que a, voilà. il y a aussi une autre chose que je ne savais pas avant de commencer cette recherche, c'est que on a la momification qu'on appelle parfaite pour les rois, les reines, les personnages importants qui, eux autres, vont avoir un sarcophage et qui vont être préservés pendant super longtemps. Mais en vérité, à peu près tout le monde qui était citoyen égyptien avait le droit d'être momifié. Il y avait juste comme des forfaits moins hauts. Il y avait des opérations. Donc, pour les pauvres, la seule chose qu'on faisait, c'était simplement de vider les intestins avec un liquide bizarre, injecter des substances dans le reste des organes, placer le corps dans un linceul pendant 7 jours, puis le redonner à sa famille. Ça, c'était la Bon, momification cheapette. cheap, cheapette, et qui n'a pas survécu. Un peu moins cheap, vous aviez le sarcophage de bois qui lui durait un petit peu plus longtemps. Mais pour avoir le sarcophage de pierre, il fallait que vous soyez quelqu'un. Il fallait que vous soyez the king. D'ailleurs, le fameux masque de Toutankhamon, le masque d'or, et c'est tellement beau quand tu penses à ça, là, c'est tellement impressionnant. Je me dis, la première personne qui l'a vu dans les découvertes a dû se trouver hot en tabarnouche. Tu dois, tu sais, moi, je pense que j'aurais pleuré de wow, là, ça n'a aucun sens. Moi, Et je mais trouve. c'est des plaques en or, c'est des plaques d'or, c'est pas des feuilles d'or, là, c'est vraiment des plaques qui ont été façonnées par des artistes qui, ma foi, étaient sur la coche en petit pépère en termes de fashion, l'Égypte, vraiment. En tout cas, les Ouais. artistes égyptiens, je les trouve cool. Pas Voilà. capable de pas capable de dessiner un visage de face, mais clairement Hey, à point hey. dans la sculpture. Ouais, Euh, voilà. Ben, il y a aussi l'idée que, bon, les momies égyptiennes n'étaient pas les seules momies. Il y avait des momies qui remontent à l'Antiquité perse aussi, presque C'est vrai. jusqu'à à l'ancien Babylone. Mhm. Et ben, il y en a en Asie, il y en a En Autriche? en Autriche, il y en a en Amérique du Sud. Et
je veux juste faire une petite virée vers les momies naturelles. Parce que j'ai dit au début Yes! de l'épisode, il y a des momies, les momies faites par l'humain. Et les processus de momification faits par l'humain sont à peu près toujours les mêmes. 50% des opérations, ça vise à empêcher la décomposition. Donc, on assèche le corps, on enlève l'eau, on enlève les organes internes. Et l'autre moitié des traitements, c'est pour empêcher les insectes ou les charognards de manger. Donc, le sarcophage, les banderas, c'est pour empêcher que les insectes et les parasites entrent. Par contre, il existe un grand nombre de corps qui deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui des momies parce Mhm. qu'ils meurent dans des endroits où la décomposition ne se fait pas facilement. On a parlé dans notre épisode sur Bigfoot que certains anciens humains, même allant jusqu'à des Néandertals, auraient pu être retrouvés presque intégraux dans la glace. Et c'est vrai, quelqu'un qui meurt dans un milieu froid, tu parlais entre autres de ceux qui sont morts à l'ascension de l'Everest et qui sont encore là. Euh, Ouais. Si vous mourrez dans un milieu froid, il n'y a pas beaucoup de bactéries ou de micro-organismes qui peuvent se développer et dévorer votre corps. Ça veut dire que vous allez être préservé beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est la même chose pour les créatures, les phénomènes qu'on a appelés les bog bodies. On en avait parlé déjà à l'émission comme étant des momies des marais. C'est dans le nord de l'Europe, dans le fond, dans les tourbières puis les espèces de marais Ouais. où l'oxygène est vraiment rare. Alors, si vous marchez dans une tourbière, ça fait avec vos Ça bottes, conserve très bien les corps, dans le fond. c'est ça, il n'y a pas d'oxygène, il y a peu de bactéries. Et ça veut dire que si quelqu'un meurt embourbé dans la vase, son corps va être préservé comme si on l'avait mis dans l'argile. C'est la même chose les gens qui sont morts à Pompéi ou dans des éruptions volcaniques où là, tout a été soufflé, mais le corps a été préservé, la silhouette du corps a été préservée à même les cendres parce qu'il n'y avait aucune espèce de possibilité de décomposition là. Tout a été tué dans le fond. Ouais. Euh, Wow. ça m'amène à un troisième phénomène qui est encore plus bizarre et je l'ai découvert en faisant la recherche. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Euh, il existe des automomies, c'est-à-dire des gens, des êtres humains qui ont décidé de s'auto-momifier. Euh, il y Comment en ils ex- font ça? Ils sont pas morts? ben, c'est une pratique qui est surtout associée au bouddhisme. Euh, Ah, Au Japon, on appelle ça le Sokushinbutsu, qui est en fait un moine bouddhiste qui veut entrer dans la mort. Euh, on va prendre un régime très, très strict qui est constitué presque uniquement de noix et qui va s'emmurer ou se faire emmurer de son vivant. Donc, on va littéralement créer une espèce de cocon dans le temple autour de lui et il va méditer jusqu'à la mort. Donc, concrètement, il va mourir de faim et de ça, mais ça arrive quelquefois. Et donc, il va finir en position de lotus à attendre le décès. Et s'il meurt comme ça, on va éventuellement enlever le cocon et cette personne est considérée comme littéralement une représentation du plus haut niveau accessible au bouddhisme. C'est quelqu'un qui est aïe, entré au aïe. nirvana. Là. Wow. Mais, je sais pas comment me sentir par rapport à ça. Moi non C'est plus. comme si c'était le summum du t'es pas game. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, tu veux mourir en position de méditation. Puis je veux pas déprécier ça, là, je suis juste surprise. Et Eh! c'est vraiment considéré comme l'état, comme si vous avez été capable d'entrer dans la mort, dans la méditation, vous êtes au summum de ce qui est possible d'atteindre dans le Mais bouddhisme. ça me fait halluciner parce que il y a certaines moines qui vont se mettre en feu Des autodafés, oui. qui vont méditer jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais oui, Mais c'est je trouve ça hallucinant. Ton corps, il doit pas être d'accord avec ça, là. Ça doit être hallucinant, la résistance que tu as. En tout cas, excusez, ça m'impressionne beaucoup, ces pratiques-là. Mais c'est très, très impressionnant et c'est très, très. Et il y a une raison pourquoi ça fascine autant. Euh, il y a aussi des momies dites modernes
qui sont des gens qui ont demandé à ce que leur corps soit momifié. On a des célébrités là-dedans, Hein? entre autres Vladimir Lénine. Oh mon Dieu. Mais là, en Vladi- plus, il s'appelle Vladimir. Il me semble que ça fit. Vladimir Lénine, le fondateur de l'Union soviétique, littéralement, qui est momifié et qui existait dans un mausolée, dans un cercueil de verre en Russie. Ça a Euh, du cachet quand même, là, être ça a du dans ce cachet pays-là. certain. Ouais. Ouais, ouais. On pourrait assumer que la vieille légende autour de Walt Disney, comme quoi il est congelé, il y a certaines personnes qui se sont faites congeler dans le but de préserver leur reste. Ça, Cryogénie. oui, en cryogénie, ça compte comme de la momification. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux acheter une carte de cryogénie. Eh bien, Je oui! connais quelqu'un qui a ça, puis je trouve ça fascinant. Écoute, en 1965, il y a un organisme qui s'appelle Sumum, qui n'a rien à voir avec le magazine douteux, qui a proposé des services de momification moderne. C'était à la fois un service offert aux défunts et aussi un peu une secte. Ça a été, c'est encore actif. Vous pouvez vous faire momifier par leur groupe. Mais ce qui est le plus proche, et je vais terminer avec ça dans le domaine science, ce qui est plus proche de la momification moderne, c'est ce qu'on appelle, et je suis sûr que vous en avez déjà vu des images, c'est ce qu'on appelle la plastination. Où Ouh! là, on va remplir les vaisseaux sanguins et tous les trucs de résine et ça va figer le corps. Hey, mais est-ce que ce serait ça qui serait à l'origine de Bodies? C'est Ah! exactement ça. Excusez, j'ai volé le C'est, punch. non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'exposition qui s'appelle body. Ce sont tous des corps, des organes plastinés. Donc, ce sont Wow! les vraies fibres musculaires, les vraies choses, mais qui ont été remplies de résine qui les préservent. Et ça, c'est l'affaire la plus proche d'une momification moderne réelle qu'on a. Et puis je tiens à dire que là, je suis partie sa cryogénie, là, mais il y a une compagnie qui s'appelle Cryonics Institute et tu dois débourser, oh wow, tu dois débourser entre 30 000 et 200 000 $ pour être cryogénisé selon l'entreprise choisie. Bon, ben c'est ça. C'est encore un hobby de riche. C'est, Ouais. écoute, ben, je connais quelqu'un qui a ses cartes. Il m'a montré sa carte, puis il croit dur comme fer. Genre, je sais pas quoi penser par rapport à ça. Tu te dis, mettons, on vit éternellement demain, là, ça va être dur à gérer, là. C'est une nouvelle motivation d'accéder à la momification. Si tu penses qu'on va être capable de te ramener dans le futur, ben, crime, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ouais. Et puis on parlait de malédiction tout à l'heure, mais il y a une forme de bénédiction qui est née de cette malédiction-là. Pourquoi? Parce Hein? que la quantité, justement, d'aristocrates qui possédaient des objets de tombeaux de pharaon qui, lorsque ça a été popularisé, la malédiction de la momie, où tout le monde mourait s'il était en contact avec un tombeau de pharaon et tout ça, et qui a été d'ailleurs popularisé par Arthur Conan Doyle dans les journaux. Mais il y a plein de gens qui ont fait « Oh my God, je dois me débarrasser de cet objet au plus Moses » et qui les ont donnés à très faible coût pour les musées. Ben oui, et c'est probablement pour ça qu'on est capable d'aujourd'hui voir le masque de King Tut qui n'a pas été complètement éviscéré par du monde qui pillait des tombes, parce qu'il a été préservé par de riches bénéfacteurs qui voulaient simplement avoir des reliques égyptiennes. Sinon, il n'en resterait rien. Et voilà. Euh, on a le temps de faire une petite section de culture. Culture. T'as parlé de Arthur Conan Doyle. Il Oui! y en a plein des auteurs de cette époque. La momie. Écoute, la momie Beaucoup est... d'autrices aussi. Oui, beaucoup d'autrices. Ça, c'est Le chouette. premier texte ou livre associé à une momie de type mort-vivant, c'est Deux momies en 1827, écrit par Jane Loudon. Loudon. Et Jane Loudon a lancé l'idée qu'une momie pourrait revenir à la vie dans l'Angleterre victorienne. Et beaucoup d'histoires de momies ont cette tangente-là de une ancienne entité qui revient à la vie dans le monde moderne et qui doit s'y adapter. Il faut dire que, et ça, je pense qu'on l'a dit depuis qu'on parle de l'Angleterre victorienne, Mhm. au début, la momie n'était pas considérée comme une bebite. C'était pas un monstre. C'était une entité
hautement érotique. On était... Ah! Oui! Excuse-moi, je suis Oui! désolée. Je savais que j'allais avoir cet effet-là. C'était dans les 5-6 premières histoires qui ont été écrites, et là, je parle de l'histoire de Jane Loudon, l'histoire de Théophile Gautier, Le pied perdu, où il y a un égyptologue qui ramène un pied, et quelques semaines et mois plus tard, il y a une ravissante femme qui se présente à sa porte pour essayer de retrouver son pied perdu. Oh my God! Il y a l'histoire d'Edgar Allan Poe. Elle n'est pas très érotisante parce que Edgar Allan Poe, mais quand même, ça se passe durant, ça s'appelle Some Words with the Mummy. Oui, Ça se passe petite durant, discussion avec une momie, je petite crois, en fait. discussion avec une momie. Ça se passe littéralement durant une séance Démaillotage, mais c'est justement parce que c'était populaire à l'époque, Edgar Allan Poe Oui! s'en est inspiré, ouais. Et beaucoup d'histoires tournent autour du démaillotage. Et Oh quand my je dis que God. c'est une créature qui était très érotique, faut dire, à cette époque, on était en plein courant orientaliste. On trouvait que l'Orient, c'était sexy. On venait de ramener les mille et une nuits. Et bien entendu, c'était l'Angleterre victorienne. Et comme on a dit depuis le début de cette émission, en Angleterre victorienne, tout le monde avait le goût d'en parler, puis personne n'en parlait. Mais tout le monde en parlait Ouais. pareil. Euh, Euh, si je oui. peux me permettre de faire une parenthèse par rapport un petit peu, mais ça m'a fait penser à quel point c'est pas sexy une momie. Ramsès II a eu un passeport. C'est dur, un Ouais, passeport. un passeport, parce que ça prenait un passeport si tu étais humanoïde dans le temps. Alors, vous pouvez googler la photo de, on peut peut-être le mettre dans le montage, là, la photo de passeport de Ramsès II, qui était une momie, parce que sinon, il ne pouvait pas passer les douanes. Pour passer les douanes, pas le choix. Fait Ouais, mais il n'y a que, personne qui est sexy sur sa photo de passeport, non, là. mais Ramsès II, il y a des points en moins de plus que là. Je Mais m'excuse, Ramsès, je suis désolée. Mais euh, ouais. l'idée... Donc, Excusez. je veux juste revenir je veux Oui! revenir à la momie sexy. Hein. Ça me fait rire. L'idée, c'est qu'à l'époque, comme c'était très associé à la noblesse, c'était très associé à l'aristocratie, on considérait que c'était quelque chose qui était captivant et justement fascinant. Et en plus, l'idée qu'on se faisait d'un souverain ou d'une reine, en fait, d'un souverain égyptien, c'était la reine Cléopâtre qui était historiquement la femme la plus belle de tous les temps. Alors, on avait dans l'idée qu'une momie, forcément, de son vivant, ça devait être une très, très belle Elle femme. était vraiment belle, Cléopâtre? On se pose la question. On ne sait pas vraiment si elle était extrêmement belle. De toute Apparemment façon, qu'elle était extrêmement charismatique. Puis elle parlait plein de langues, puis elle était full cultivée en était, plus. était, elle a fait certains des plus gros coups d'éclat de, de, de se mettre en scène. Genre, Ben, les plus grands coups d'effeuilleuse de l'histoire, c'est probablement Cléopâtre. ben, Cléopâtre, quand elle a décidé d'aller voir Jules César, elle s'est fait enrouler dans un tapis. Pour vrai, là. Puis Oui. ils ont livré un tapis à Jules. Puis là, déroulement de tapis, Cléopâtre est là. Je veux Ça, dire, je c'est trouve ça tellement théâtral. quand il était à Alexandrie. Oui, Ils l'ont sneaké c'est du malade. chalet. Mais quand elle est rentrée à Rome, elle est rentrée avec un cortège d'éléphants, tout ça, dans un espèce comment on appelle ça? Voyons, un palanquin complètement nu, entouré de monde qui lui envoyait des... Elle a fait toute Eh, l'allée principale à Rome comme ça. C'est le plus gros coup d'effeuilleuse de tous les temps. c'est Voilà. vrai, hein? Cléopâtre, c'est comme la première effeuilleuse populaire. Quand tu y penses, elle avait le sens du spectacle. Je trouve ça fascinant. Énormément, énormément. Mais C'est donc, hot. tout le monde à cette époque-là avait ça en tête. Et donc, la momie, par association avec l'Égypte, par association avec Cléopâtre, c'était quelque chose qui était extrêmement érotisant et sexy. Il faut dire que tout était érotisant dans l'Angleterre victorienne. Ouais. Euh, Louisa May Alcott, qui a écrit Perdu dans une pyramide ou La malédiction de la momie, est la première personne qui popularise l'idée qu'il y a une malédiction associée à la momie. Il faut dire que depuis 1822, donc 5 ans plus tôt, on a commencé à traduire les hiéroglyphes. Et parmi les traductions, il y a certaines malédictions qui étaient inscrites sur les Oui, oui, tombeaux. oui, des malédictions du genre quiconque troublera, ben, Toutankhamon, c'était ça, là, c'était Mm. quiconque troublera la paix du pharaon rencontrera la mort. Tu sais, c'est vraiment un truc comme ça, très. C'est assez clair. Effectivement. Et donc, tu as parlé d'Arthur Conan Doyle, il y a Bram Stoker qui a écrit Jewel of the Seven Stars, qui est aussi une histoire de ce type-là. Il y en a plein. Même dans les premiers films, en 1899, la
pillage de la tombe de Cléopâtre, on représente une ravissante Cléopâtre dont le tombeau se fait piller et quelqu'un essaye de la ressusciter. Et on est encore dans la momie un peu érotisée. Ben, par ailleurs, on peut-tu en parler du casting de la momie de 1999? On peut-tu? Il y a que des gens sexy dans le casting, là, je tiens à le dire. Là. J'ai lu un meme, là, je m'excuse pour les gens qui sont de génération boomer, vous êtes un peu perdus, mais j'ai lu un meme qui disait, mettons, mon orientation sexuelle est le casting du film de la momie, puis j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est vrai que tous les acteurs sont beaux, ils ont tous du eyeliner, ils sont tous fab, ils sont tous en fishnet ou en suit sexy peu habillés. En tout cas, si on parle de momie sexy, c'est clair que ce film-là est, est à considérer. Ah, Oui. 1899 ou 1999? 1999. Le vieux, je ne l'ai pas vu. Non, parce que 1899, c'est bien avant le cinéma parlant. Oui, oui, oui. Mais la momie monstre, la créature horrifiante, ça vient du film de 1932 de Mommy, l'original Oui, du oui, oui. film, avec Imhotep, avec tous les noms que vous connaissez, avec Boris Karloff. Et là, Boris Karloff, c'est l'acteur qui a popularisé Frankenstein. Il a également incarné Dracula et il a popularisé la momie. Et ça fait en sorte que Boris Karloff est à lui seul responsable de quasiment tous les monstres qu'on associe à Universal Studios et la Hmm, version populaire de ces monstres-là. quand Ensuite, même. ils ont essayé de refaire le film avec Boris Karloff, de faire une suite de Mummy's Hand, mais Boris Karloff était plus disponible. Alors, ils ont fait venir un acteur qui lui ressemblait physiquement, mais qui n'avait pas son talent, et ils lui ont dit tatoué, dis rien, ferme ta boîte. Et en plus, l'acteur avait une maladie à cette époque-là, il avait de la misère à bouger, et ça a donné l'ambulatoire de la momie en 1940, où Ah, la le momie fameuse démarche de zombie, un peu. exact. Et c'est de Wow. là que nous vient cette idée de la momie cadavérique paralysée. Ça a été aussi très populaire, ce qui fait que la momie est devenue un standard au cinéma, ce qui fait que dans les années 50, Abbott et Costello invitent la momie dans leur show d'humour. Ils font un spécial momie avec Abbott et Costello. Ça devient un monstre complètement. Et en plus, là, dans les années 30, il y a eu toute cette histoire de la malédiction de King Tut. King Tut est une célébrité. Il a réussi à tuer des lords anglais. Aïe, aïe, wow. Donc, maintenant, c'est revenu au goût du jour. Deuxième vague d'égyptomanie. Wow. Et ça fait en sorte que la momie, comme son nom l'indique, se refuse à mourir. Ouh! Et sur ce, Simon, Recommandation. Oui. recommandation. Bon, là, je vais avoir l'air d'une fille qui veut voir de la momie sexy, là, mais je vais recommander le fameux film de 1999, La momie, parce que je trouve qu'il est très bien vieilli. C'est pas parce que les comédiens sont sexy, c'est vraiment parce que l'histoire est super bonne, beaucoup de belles romances, tu sais, c'est un bon film avec de l'action aussi. Brendan Fraser, que tout le monde adore, qui joue un rôle principal, c'est un de ses rôles de sa vie, là, vraiment, que je pense qu'on peut pas passer à côté. C'est Euh, probablement son rôle, son rôle de carrière. hey, Genre, vraiment. Puis non, les acteurs sont cool, c'est le fun. Le CGI a un peu mal vieilli, mais tout le reste, je trouve que ça vaut le détour. Puis on se laisse emporter par l'univers. Et les décors sont magnifiques et plusieurs décors qui ont été faits par des scénographes de Québec, en fait originaire du Québec, notamment Éric Lisotte, qui a fait les décors du cabinet mystérieux avec nous. wouhou! Fun fact, il a travaillé sur la momie. Mais pour vrai, les décors sont hallucinants, ça vaut vraiment la peine. Puis un bon vieux film, pas de CGI, avec peu de CGI, juste pour certains effets. Mais que le reste, c'est des décors qui ont été construits, là. Ça me manquait, là. J'ai vraiment pris plaisir à réécouter ce film-là. Fait que, écoutez-le. Et je ne pourrais pas passer sous silence conversation discussion avec une momie, petite discussion avec une momie. Je suis désolée, je me rappelle plus de la traduction française, d'Edgar Allan Poe. Si vous avez jamais lu d'Edgar Allan Poe, c'est le moment ou jamais. Puis c'est vraiment, ça se lit super bien. C'est vraiment une petite nouvelle littéraire, puis super le fun. Puis justement, moi, j'ai aimé que ça nous replonge dans cette espèce de période fabuleuse bourgeoise là, du démaillotage de momies. Fait que je trouvais que c'était une bonne pièce à découvrir. Et toi, Alors, Simon? moi, j'ai décidé que j'allais y aller un petit peu plus
à côté de la traque, j'ai dit que, il y avait des momies un petit peu partout dans le monde. Savais-tu qu'il y en a au Vatican? Hein? Elles sont Ben voyons. particulièrement weird parce que ce sont les momies de saints qui sont encore, tu sais, avec des bagues puis des grandes robes puis Ah des ouais, ils sont tiares glam, là. sont Ils ont du glam. bling. Ils ont du bling, ça a l'air de des liches. Ça a l'air de des créatures là, avec des diamants à la place des yeux. Et il y a Wow. quelqu'un qui a compilé une espèce de compendium de ces saints momifiés-là. Ah Et moi, ouais. je vous le recommande parce que je vais vous le mettre l'image à l'écran. Et je vous le recommande parce que c'est vraiment une source d'inspiration pour vous dire que comme, non, les momies ne sont pas prêtes de partir, il y en a partout. C'est hallucinant. Hey, merci beaucoup, Simon. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé notre contenu, bien sûr, on est disponible sur Spotify autant que YouTube. Mettez des petits pouces, des commentaires, donnez-nous du love. Ça nous encourage à continuer. Puis, on se retrouve à la prochaine pleine lune. Oui, alors on se retrouve pour la pleine lune du mois de juillet, où nous parlerons de quelque chose qui est peut-être même pas un monstre, mais que tout le Oh monde oui. connaît, Uh-huh. la fée des dents. À la prochaine pleine lune.